On se retrouve dans Tout pour investir, la masterclass. On va parler de géopolitique, et notamment puisque c'était une semaine qui était consacrée à la Banque Centrale Européenne. Mathieu Jolivet, bonjour, nous rejoint pour parler un peu justement comment la Banque Centrale Européenne a appréhendé au fur et à mesure toute cette question de géopolitique qui était un peu à l'écart précédemment, n'est-ce pas ? Exactement, je me suis replongé en fait dans le discours inaugural qui était prononcé par Wim Duisenberg, le premier président de la BCE. C'était lors de sa création de la BCE en juin 98. Et à l'époque, clairement, la géopolitique, elle arrive en arrière-plan. À l'époque, pendant ce premier mandat, tout va tourner autour de la stabilité des prix, ça c'est normal, c'est son mandat, autour de l'indépendance de la Banque centrale, de la transparence, mais aussi autour de la confiance des citoyens. Ça, c'est un enjeu qui est crucial au début parce que la BCE va préparer l'arrivée de l'euro. Ouais. Et finalement, c'est intéressant de voir comment la BCE va gérer le premier grand choc géopolitique de son histoire, que sont les attentats du 11 septembre 2001. À l'époque, la BCE va parler de choc sécuritaire, mais n'emploiera pas le mot systémique. Et ce qu'il faut retenir aussi à l'époque, c'est que, ça c'est inédit aussi, le 11 septembre 2001, quelques heures après les attentats, le monde entier va assister à une coordination inédite entre la BCE et la Fed. Et ça, c'est vraiment une première qui va surprendre les marchés. Ensemble, ils vont se caler, travailler main dans la main pour ajuster leurs décisions, baisser les taux ensemble, injecter des liquidités, rassurer les marchés. Et pourquoi le monde financier tout autour de la planète est surpris? Parce qu'on a une époque où la BCE et la Fed sont totalement à contre-temps. Ils ne sont absolument pas alignés. À l'époque, vous avez une Fed, rappelez-vous, qui a enchaîné des baisses des taux avant les attentats parce qu'elle voulait essayer d'éloigner une récession qui pointait le bout de son nez aux États-Unis. Et puis vous aviez une BCE, au contraire, qui était totalement obsédée par la stabilité des prix. Mais non, là, le choc sécuritaire a pris le devant, ils ont travaillé main dans la main. Donc ça, c'était intéressant à voir. Et l'autre grand choc géopolitique de ce premier mandat de la BCE, ça a été la guerre en Irak. Mais là encore, il faut relire le rapport annuel de la BCE en 2003. Ils vont parler d'un contexte extrêmement volatile, mais pas de risque systémique. Ce mot n'est toujours pas employé. Pendant ce premier mandat, on verra que la BCE sera exclusivement focalisée sur la macro, sur la stabilité des prix. Cette géopolitique, elle va arriver en deuxième rideau. C'est un peu la touche de la Bundesbank finalement qui a jamais initialement eu un focus très important sur la géopolitique, et ce focus c'était plutôt la stabilité des prix, non ? Exactement, et une Bundesbank, on sait, qui est quand même hyper puissante au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE et qui imposait peut-être sa priorité macro sur la géopolitique. On a une ouverture un peu par la suite parce qu'on a bien sûr Jean-Claude Trichet, français, qui arrive aux commandes. Ça change un peu peut-être en termes de géopolitique. Oui, alors là c'est passionnant à suivre parce que sous Jean-Claude Trichet, vous allez avoir deux chocs géopolitiques majeurs qui vont vraiment marquer un avant et un après. Le premier choc, c'est un discours. Ce discours, il résonne aujourd'hui de manière saisissante, de manière sidérante. On est le 10 février 2007. C'est Vladimir Poutine. Il est à Munich, à la conférence sur la sécurité. Il s'exprime devant un parterre de dirigeants, dont Angela Merkel, et ils sont tous médusés en l'écoutant. La Russie a plus de 1000 ans d'histoire, qui a pratiquement toujours eu le privilège de mener une politique étrangère indépendante. Nous n'allons pas changer cette tradition, même aujourd'hui. En même temps, nous voyons bien comment le monde a changé. Nous aimerions aussi avoir des partenaires responsables et indépendants avec lesquels nous pourrions travailler ensemble pour construire un ordre mondial juste et démocratique, en y assurant la sécurité et la prospérité, non pas pour quelques privilégiés, mais pour tous. Voilà, ça, Christopher, on est en 2007, ça va marquer une rupture fondamentale pour toutes les banques centrales. À partir de là, on peut se dire qu'on va basculer dans un monde qui va être beaucoup moins sûr, qui va être beaucoup plus brutal. En fait, Vladimir Poutine, là, en 2007, il est en train de raconter tout ce qui va se passer jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez comprendre pourquoi les drones russes violent l'espace aérien polonais il y a 2 jours, si vous voulez comprendre pourquoi Xi Jinping s'affiche en photo à Tianjin avec Narendra Modi et avec Vladimir Poutine, il faut remonter à ce discours, et j'invite tout le monde à le réécouter, en 2007 de Vladimir Poutine. Il y avait une forme de naïveté à l'époque, puisque c'est 2007, juste avant la Géorgie. Je me souviens très bien que personne n'anticipait que ça puisse évoluer à ce niveau, finalement, que la Russie, c'était juste, elle essayait de reconstruire un peu son glacis stratégique. Une vraie naïveté. Vous savez, j'en parlais avec un ancien banquier central qui m'expliquait qu'avant ce discours, toutes les banques centrales
occidentale était persuadée qu'elle naviguait dans un monde qui était beaucoup plus sûr, beaucoup plus cordial, jusqu'à ce discours de 2007 où là, Poutine annonce sa nouvelle doctrine. C'est la fin d'un monde unipolaire qui est porté par les États-Unis. C'est l'avènement de ce monde multipolaire porté par ces nouvelles puissances. Et ça, c'est un vrai moment de bascule que les banquiers centraux vont se mettre à intégrer dans toute leur grille d'analyse. C'est vraiment une entrée fracassante de la géopolitique dans l'analyse des banques centrales. Le deuxième choc géopolitique majeur sous le mandat de Jean-Claude Trichet, forcément, c'est la faillite de Lehman Brothers. Ouais. À partir du moment où vous avez, en 2008, Henry Paulson, le secrétaire au Trésor, qui dit à Wall Street que l'État fédéral ne soutiendra pas Lehman Brothers, là, vous avez toute l'architecture financière dessinée par l'Occident qui s'effondre comme un château de cartes. Et pourquoi c'est un événement géopolitique? Car à partir de ce moment-là, vous avez finalement, c'est tout le crédit de l'Occident qui se retrouve abîmé aux yeux du reste du monde. Donc ça, c'est un événement géopolitique. Et depuis, vous aurez Jean-Claude Trichet qui n'aura de cesse de se battre pour lutter contre cette crise financière qui est la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous verrez des mots apparaître et remonter dans tous les discours de la BCE. Ces mots, c'est systémique, turbulence mondiale, tension géopolitique, risque transfrontalier. Donc vraiment, ça se traduit dans le vocable de la BCE. Et puis, alors si vous me permettez le terme rupture, mais il y a la rupture quand même Mario Draghi. Je sais que sur les marchés financiers, on admire tous Mario Draghi. Ouais. Mario Draghi a vraiment intégré complètement cette thématique. Bon, après, le contexte était effectivement favorable. Comment ça s'est matérialisé au niveau de la BCE, de ses décisions ? En fait, là, il faut revenir parce qu'on est en pleine crise des dettes souveraines quand Mario Draghi arrive. Donc là, il y a le feu au lac. Et il va à Londres le 26 juillet 2012. Là, il va faire cette sortie qui est restée dans les annales. Écoutez-le. Quand on parle de la fragilité de l'euro, de sa fragilité croissante et peut-être même d'une crise de l'euro, très souvent les États sous-estiment la quantité de capital politique qui a été investi dans l'euro. Nous le savons. À Francfort, je ne crois pas que nous soyons des observateurs impartiaux. Nous pensons que l'euro est irréversible. Et ce n'est pas un vain mot, car j'ai précédemment expliqué exactement quelles actions nous avons prises, que nous prenons et que nous prendrons pour le rendre irréversible. Il y a un autre message que je veux vous transmettre aujourd'hui. La BCE est prête à faire tout ce qu'il faudra pour préserver l'euro. Voilà. Le fameux whatever it takes. Super Mario. Ouais, Super Mario. En fait, là, en une seule phrase, vous avez Mario Draghi qui va sauver l'euro et qui va dire au reste du monde que la BCE, c'est le gardien du temple. Ça aussi, c'est un moment fondateur. Ce whatever it takes, c'est de la géopolitique, car au moment où il prononce cette phrase, on est en 2012 et vous avez toute la planète, avec Chine et États-Unis en tête, qui sont en train de nous regarder en Europe et qui commencent à s'interroger en se disant, là, c'est peut-être la fin de la zone euro, c'est peut-être la fin du projet européen. On est dans ce contexte-là et en une seule phrase, il vient sauver l'euro. C'est vraiment le moment fondateur de la BCE sous son mandat. Et après, bien sûr, on a une continuation puisqu'on a encore un Français, une Française en l'occurrence, c'est Christine Lagarde. Alors là, il y a un petit changement. Bon, il y a la Covid et le focus sur les écarts de taux, les fameux spreads. Donc c'est la fragmentation, le terme qui est à la mode avec la BCE sous Christine Lagarde. Exactement. Et il n'y a pas un seul discours depuis que Christine Lagarde est arrivée à la tête de la BCE, pas un seul discours sans qu'elle ne prononce ce mot fragmentation, comme ici à New York, on est en 2023. We may see the world becoming more multipolar. We need to be ready for the new reality. Le monde qui vient est multipolaire. Nous devons nous préparer à cette réalité. On prépare la réponse au bouleversement géopolitique avant la fragmentation, pas quand elle frappe. But before, Ernest Hemingway, he said, Ernest Hemingway a dit « La fragmentation peut survenir de deux façons, progressivement, puis soudainement. » La Banque centrale doit fournir de la stabilité à une époque où il n'y en a presque pas. Citer Hemingway qui parle de la fragmentation, c'est assez chic. C'est quand même magnifique. Et ça montre un niveau de culture, en tout cas. Ouais. En tout cas, la fragmentation, selon Christine Lagarde, c'est quoi? C'est un monde qui désormais est divisé en quelques grands blocs qui chacun sont en train de se barricader, de se protéger. Dans ce monde, il faut composer avec l'imprévisibilité de Donald Trump. Et ça, vu de la BCE, il faut bien voir que jamais
on a vu une seule administration, en l'occurrence américaine, à elle seule provoquer autant de perturbations sur l'économie mondiale. Il faut aussi composer avec la guerre au Proche-Orient. Cette poussée de fièvre qu'il y a eu l'année dernière, qu'il y a eu il y a quelques mois, avec les États-Unis qui viennent directement en frontal bombarder l'Iran, ça peut être un choc d'ordre systémique pour une banque centrale. Cette fragmentation, il faut composer avec la guerre à l'est de l'Europe, avec la menace d'une invasion de Taïwan. Il faut bien avoir en tête qu'on navigue désormais dans un monde où les crises se superposent. Il y a 30 ans, on recensait 30 conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on en recense plus de 120. Donc c'est un monde qui est fragmenté 4 fois plus en 30 ans. Donc c'est un monde qui est fragmenté, qui est beaucoup plus brutal, et c'est ce monde-là qui désormais est au cœur et est remonté et au cœur de la grille d'analyse de la Banque Centrale Européenne. Très loin, enfin on est très loin du vocable qu'il y avait sous Duesenberg où la géopolitique arrivait au second plan. On a vraiment une évolution et c'est vrai que la Banque Centrale Européenne s'est imposée comme un socle et surtout je pense qu'il est le plus compliqué c'est faire la distinction entre le bruit du marché, c'est-à-dire il se passe quelque chose en géopolitique et quel va être vraiment l'impact et surtout à quel niveau l'impact va se faire, est-ce que c'est au ménage, est-ce que c'est à quel timing aussi. Il faut reconnaître que la BCE en moins de 20 ans, un peu plus de 20 ans d'existence a pas mal réussi cette tâche. Merci beaucoup Mathieu, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première édition dans la Masterclass. On se retrouve vendredi prochain pour encore parler géopolitique. Merci encore.